a un thème différent. Et cette année, ce sont les mathématiques. Alors, je suis très contente qu'ils aient mis le chou romanesco en illustration, parce que je trouve que vraiment la fractale, le chou romanesco, c'est la fractale type et extraordinaire don de la nature. Donc il y a des programmes que vous pourrez prendre là-haut si vous voulez, parce que comme c'est dans tout le département des Hauts-de-Seine, les personnes qui s'intéressent aux mathématiques plus précisément peuvent voir aussi, il y a un site, vous trouverez l'adresse, ce qui se passe dans les autres médiathèques, dans les autres lieux culturels, et vous pouvez aller, tout est gratuit, vous pouvez aller d'un endroit à l'autre pour écouter des conférences, peut-être participer. Chaque médiathèque fait des choses un peu différentes. Nous, on fait des conférences. L'année prochaine, on fera peut-être des conférences plus autre chose. Et donc, c'est du 2 au 22 février. Donc, vous avez tout le mois de février pour aller vous promener, découvrir le département d'une autre façon. Voilà. On a eu un petit souci de date puisque la première conférence devait être la semaine prochaine. Monsieur Banderier a eu ça, les chercheurs, ils ont des emplois du temps incroyables et ils sont tributaires aussi des transports en commun. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le train qui devait prendre la semaine prochaine après la conférence a été supprimé. Donc on a supprimé la conférence. C'est-à-dire qu'on l'a mise aujourd'hui au lieu de la semaine prochaine. Voilà. Et on a essayé de prévenir tout le monde, mais il y en a sûrement qui n'ont pas lu les mails. Voilà. Mais donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de conférence. Et c'est le 19, il y aura bien le 19, toujours avec M. Banderier, qui est donc mathématicien, qui est chercheur au CNRS, et qui va nous parler aujourd'hui des petites et grandes histoires des mathématiques de l'Antiquité au temps moderne. Voilà. Bon. Merci à vous. Donc, bonsoir tout le monde. Alors, à propos d'histoire, on peut commencer par l'histoire non pas des mathématiques mais de l'humanité, avec le Big Bang, qui a eu lieu il y a à peu près 13 milliards d'années. Donc, suivant les progrès de la science, les estimations bougent un petit peu. Si on avance un petit peu dans l'histoire de l'univers et de l'humanité, à la création de la Terre, du système solaire, 4, 5 milliards d'années, l'apparition de la vie, l'apparition des premiers hominidés, donc il y a à peu près 7 millions d'années, avec Toumaï, Lucie, il y a 2 millions d'années, en progrès, Homo habilis, Erectus, Homo sapiens, nous. Alors là, déjà, vous vous souvenez, à peu près, oui, excusez-moi, on a un petit problème, parce que est-ce que vous pouvez réduire un tout petit peu votre image, parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a sur la gauche. D'accord, je peux. Alors, moi je ne peux pas. Le projecteur, si on peut donner un. Bougez le rideau. Et le rideau déjà. Non, ça vient pas. Non, le rideau, il peut pas. Mais si. Non, mais le rideau, il veut pas aller plus loin. Il peut pas aller plus loin, il peut pas. Il faut pas tourner un petit peu le projecteur. Non, mais même vous, ne voyez pas. Il y a une autre solution qui serait. Mais on ne verra pas le côté. Ça risque d'être trop petit si je réduis les groupes. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'informations importantes sur les pas. Donc l'Homo sapiens, nous, alors, et à chaque fois, vous voyez, il y a à peu près un rapport 1000 dans les années. 10 milliards le Big Bang, après en millions les premiers hominidés, et l'homme qui commence à nous ressembler, un facteur encore 1000. Alors on progresse et on arrive vers ce qu'on là c'est la préhistoire. Là on peut se demander, est-ce que déjà à la préhistoire, est-ce qu'il y avait déjà des mathématiques? Alors qu'est-ce que l'on pourrait avoir comme preuve de ça? Donc bien sûr on peut imaginer que dès lors que l'on commence à, je sais pas, avoir du bétail, on a envie de le compter, etc. On a une petite trace de ça, si je retrouve l'image, avec ce qu'on appelle les Otshengo. Boum, 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 boum. Ah. Alors non, là je vais tout vous révéler, ça va pas. Alors, je vais retrouver Otshengo.
trop d'images. Voilà. Et donc, à quoi ressemblent ces os? C'est des os sur lesquels on a retrouvé des petits traits comme ça. Donc quel genre de mathématiques est-ce? À vrai dire, on ne sait pas trop, mais ce que l'on voit là, c'est des choses comptées en base 1. Donc comme si vous comptez en école maternelle avec des petites allumettes, des bûchettes d'allumettes, un trait égale une tête. Une tête de quoi? On ne sait pas trop. Alors il y a plein de conjectures, parce qu'il se trouve que bon, les gens, ils ont, en regroupant, on voit que c'est plus ou moins groupé par paquets de traits, et il y a des paquets qui ont l'air de correspondre à 3, 5, 7, 11, 13, 17, donc premier. Alors est-ce que déjà, à l'époque, ils auraient songé au nombre premier? Mais vous voyez aussi que c'est très effacé par endroits, donc c'est hautement controversé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a du comptage en base 1. Ça ne ressemble pas du tout à si on essaye de tailler des trucs et que ça laisse des traces, non, c'est pas du hasard, quoi. Donc il y en a une collection comme ça. Donc c'est à peu près la même époque que les grottes de Lascaux, etc. Si on progresse encore un petit peu dans l'histoire de l'humanité, bah, le prochain progrès pour les hommes préhistoriques, ça va être l'écriture. Donc là, c'était une vision simplifiée de l'évolution humaine, l'écriture. Et donc, qu'est-ce que l'on trouve comme écriture, comme système d'écriture? Alors, l'écriture naît à peu près vers 3500 avant Jésus-Christ, chez les Sumériens, avec l'alphabet cunéiforme. Et ces différentes écritures vont évoluer. On ne sait pas trop quels sont exactement les liens de parenté. Est-ce que c'est vraiment descendant? Est-ce que c'est concomitant? Il y a des systèmes un petit peu différents, mais qui se retrouvent, qui sont proches sur certaines idées, les hiéroglyphes, etc. Ce qui est sûr, c'est que ça évolue par la suite en... La première chose, qui soit vraiment des alphabets, au sens où on entend, donc avec l'alphabet phénicien. Donc là, vous voyez déjà, c'est 2000 ans après, qui va donner ce qui ressemble à l'alphabet hébreu, l'alphabet arabe, l'alphabet grec et l'évolution que l'on connaît après. Alors, chez les Sumériens, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut écrire, donc on va laisser des traces. On va laisser des traces de ce qu'on fait dans des petites tablettes d'argile, comme celle-ci. Donc ça, c'est l'une des plus anciennes preuves de mathématiques avancées que l'on ait. Alors, qu'est-ce que l'on voit dans cette table? En fait, ce sont des nombres. Alors, les Babyloniens, ils comptaient en base 60. Alors, base 60, on en a d'ailleurs des traces dans la vie de tous les jours, de nos jours. Qu'est-ce que vous connaissez qui est compté en base 60? Le temps et aussi les degrés. Hein, si vous regardez, vous pensez à l'astronomie, un tour complet, c'est 360 degrés. 360, c'est 6 fois 60. Pas un hasard. C'est directement un héritage de ces mathématiques. L'heure, 60 secondes, 1 minute. 60 minutes, 1 heure. C'est également la trace de ces mathématiques babyloniennes. Alors, si on compte en base 60, vraisemblablement, on a aussi des façons d'écrire les nombres qui reflètent un petit peu ça. Alors, c'est le cas là. Peut-être que sur l'un des transparents d'après, j'ai les nombres qui sont un petit peu plus par là. Donc, vous voyez, un clou, donc là on est en base 1. Et suivant la forme des clous, etc., ça va correspondre à différentes valeurs. En fait, ce n'est pas un système en base 60 pur, ça mélange un peu de base 10, un peu de base 60, un petit peu les deux. Alors, sur la tablette précédente, qu'est-ce que l'on observe quand même? On voit des colonnes dans lesquelles il y a écrit des nombres. Et des exemples de nombres, par exemple, il y a le triplet 2, 3, 5. 2, 3, 5. Alors, c'est 3 nombres qui vérifient... 2, 3, 5. Que dis-je? 3, 4, 5. Qui vérifient une relation un petit peu particulière. 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Ce sont exactement les côtés d'un triangle rectangle. Qui vérifie ce qu'on appelle la formule de Pythagore. 3 au carré, 9. 4 au carré, 16. 9 plus 16, 25. Et 25, c'est le carré de 5. Donc, un triangle de côté 3, 4, 5, il est rectangle. Est-ce que vous connaissez d'autres triangles qui ont cette propriété-là? D'autres triangles qui ont que des côtés de longueur entière, et qui vérifient le fait que quand on somme les deux plus petits côtés au carré, on obtient le plus grand carré, le plus grand côté au carré. Qui se mouille?
Oui, il y en a. Vous pouvez en donner un exemple d'un autre? 28, 96. Alors, 28, 96 et 100. Alors, essayons. 100 au carré, ça c'est 10 000. Facile. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer avec un plus petit? Bon, je sais pas, moi je vous propose 3, 5, 6 par exemple. Bon, bah, on vérifie. 3 au carré, 9. 5 au carré, 25. 9 plus 25, 34. 9 plus 25, ou 34, ouais. Et 6 au carré, 34, c'est pas pareil que 36. Donc ce triangle-là n'est pas un triangle rectangle. Okay. Parce qu'on pourrait en trouver, on pourrait tâtonner comme ça, on chercher. Bon, quand même, je suis déçu que personne ne songe à un... Alors, s'il est équilatéral, il ne pourra pas être rectangle en même temps. Parce que, pourquoi? Parce que équilatéral, ça veut dire que les trois côtés ont la même longueur. Donc, vous ne pourrez pas avoir le fait que 2 fois la même chose soit égale à la troisième chose. Un petit. Alors, moi, je vous conseille de chercher peut-être 6, quelque chose et quelque chose. Vous pouvez garder en tête 3, 4, 5. Ben voilà, vous prenez votre triangle rectangle et vous le grossissez par 2. Il reste rectangle. J'ai juste fait un zoom dessus, j'ai grossi 2 fois. Donc 6, 8, 10, j'ai tout grossi par 2, ça devrait être un triangle rectangle. 6, 8, 10. Bah, vérifions, ce sera plus facile que votre exemple. Le 6 au carré, 36. 8 au carré, 64. 36 sur 64, 100. Et 100, c'est bien le carré de 10. Hein, tout est cohérent, c'est bien un triangle rectangle. Bon, et je pourrais encore le multiplier par 2. Ça restera un rectangle. J'aurais pu aussi le multiplier par 3. Je grossis tout par 3, ça reste un rectangle. Je ne change pas la forme de mon triangle en le grossissant d'un facteur. Donc, 3, 4, 5, je multiplie tout par 3, 9, 12, 15, ça serait également un triangle rectangle. Ok. Bon, alors on a compris, mon petit triangle de bas, je peux le multiplier par n'importe quoi et ça reste un triangle rectangle. Okay. Est-ce qu'on pourrait trouver un autre exemple? Un exemple qui ne soit pas un grossissement de mon triangle initial, qui soit également un triangle rectangle. Alors ça avait notamment des applications en architecture. Si vous voulez faire un angle droit, bien vous pouvez prendre une corde comme ça, et vous qui aurait de longueur, quelque chose qui serait de longueur par exemple 3 plus 4 plus 5, donc 7, 12, et vous scindez en 3, vous reportez 3 fois la longueur, et comme ça vous obtenez juste avec une corde, un triangle parfait. Et vous pouvez faire comme ça des angles droits, et vous pouvez même faire le zoom que vous voulez en multipliant les côtés, et vous avez comme ça un moyen simple d'avoir des angles droits parfaits. Donc est-ce qu'on pourrait en trouver un autre triangle qui ne soit pas un multiple de 3, 4, 5? Bon, bah vous ramez un petit peu, mais les Babyloniens, eux, ils en avaient plein. Ah, j'ai perdu mon dessin, parce qu'en fait, cette tablette-là, ce n'est que des exemples de triangles comme ça. Chaque colonne, etc., correspond à des longueurs de côté qui vérifient le fait d'être un triangle rectangle. Et qui ne soient pas juste des multiples bêtes du précédent. Donc, non seulement ils en avaient trouvé d'autres, mais ils en avaient toute une liste. Fort, pas mal, hein. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'en trouver un qui ne soit pas un multiple comme ça? Bon, il faudrait ramer un petit peu. Alors, en fait, il se trouve qu'il existe une formule qui les donne tous. Il existe une formule, le petit tableau. Bon, ouais. Donc, bon, et donc, on suppute, on n'est pas sûr, peut-être qu'ils avaient trouvé la formule. On ne peut pas savoir. Ou alors ils avaient fait une recherche exhaustive, mais là, plus vraisemblablement, peut-être qu'ils avaient trouvé la formule. Je ne dis pas qu'ils avaient la preuve de la formule, mais du moins ils avaient dû découvrir la formule. Alors, je vais changer. Oui, ou par là-bas, comme ça je vous montre. Alors, on va le fait que ça se mette tout le temps en veille. Alors, en attendant, vous pouvez tenter de battre les Babyloniens et de trouver un autre triangle rectangle autre que 3, 4, 5. Laisse tomber l'affichage. S'il vous plaît. Oui. Il faut mettre que des nombres entiers. Que des nombres entiers. Ah bon? Ouais. Parce qu'avec des racines. Oh, on pourrait en faire autant que oui, sinon, ouais, ça serait.
Hop là. Ok. Alors, donc la formule, est-ce que je vais m'en rappeler un peu. Alors, est-ce qu'on peut faire la phrase aussi? Un peu fastidieux, mais... Alors, je vais continuer, puis je reviendrai sur la formule, si tu peux toujours travailler dans la suite. Une autre tablette de la même époque, c'est celle-ci. Alors là, qu'est-ce que l'on voit sur cette tablette? On voit un carré dans lequel... dans lequel ils ont dessiné les diagonales, et sous la diagonale, ils ont écrit un nombre qui... super, merci. Qui correspond à peu près à quelque chose comme 1,414, un truc comme ça, avec une petite, enfin, une valeur rapprochée très proche de ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, en fait, donc le 1,414, il n'est pas écrit tout à fait comme ça. Les décimales qu'ils manipulaient, vu qu'ils étaient en base 60, ce n'est pas des dixièmes, c'est des soixantièmes. Et donc le nombre qui est là, on voit, il y a écrit sur la tablette 1, 24, 51, 10, ça correspond donc à 1,24 soixantièmes plus 51, non pas des centièmes, mais 60 au carré, sur 60 au carré, plus 10 sur 60 au carré. Alors si on regarde ça, cette valeur-là donne à peu près ce nombre-là. Et il se trouve en fait que ça correspond très bien à la valeur de racine carrée de 2. Donc déjà à l'époque, racine carrée de 2, c'est-à-dire un nombre tel que ce nombre-là au carré est égal à 2. Donc déjà à l'époque, ils avaient un moyen assez impressionnant d'obtenir la longueur de la diagonale du carré avec une très bonne précision. Alors, on ne sait pas quelle méthode ils ont employée pour faire cela, mais on a quand même là la trace de choses assez avancées. Je pense que la plupart des élèves, vous pouvez même monter jusqu'au lycée, vous leur demandez comme ça, ils n'ont rien, pas de calculette, donnez-moi racine carrée de 2 avec 3 ou 4 décimales après la virgule, pas beaucoup vont y arriver. C'est complètement faisable, beaucoup y arriveront, mais pas tous. Donc voilà le genre de mathématiques connu à l'époque. Alors là, on était donc chez les Babyloniens, Sumériens. Ah oui, j'avais promis la formule aussi ce qu'on appelle les triplés pythagoriciens, c'est-à-dire 3 nombres entiers qui vont nous donner un triangle rectangle. Alors normalement, je vais appeler les 3 côtés A, B et C. Alors, je crois que c'est dans cette formule-là. Alors, on peut vérifier si ça marche. Pythagore nous dit que si ça c'est, le théorème de Pythagore nous dit que si ça c'est un triangle rectangle, comme ça, on doit avoir la relation A au carré plus B au carré égale C au carré. Donc si je mets 3, 4 et 5, ça serait A égale 3, B égale 4, C égale 5. Si bête, mettre ce que vous voulez, ça donne un exemple. 3 au carré 9 plus 16 égale 25. Okay. Alors, ça, je pense que ça doit être un cas particulier de cette formule. Si je prends ici 2 et 1. 2 au carré plus 1 au carré, ça fait 5. Je tiens ce côté-là. 2 au carré moins 1 au carré, ça fait 3. Je tiens ce côté-là. Et 2 fois 2 fois 1, 4, ça donne ce truc-là. Donc en prenant juste les valeurs 2 et 1 dans cette formule, j'obtiens 3, 4, 5. Si je veux construire un autre triangle qui ne soit pas un zoom de ce triangle-là, par exemple, je vais mettre 3 et 1. 3 et 1. Donc 3 au carré plus 1 au carré, 10. Ok. Donc 10 pour le plus grand côté.
3 au carré moins 1 au carré. 8. Et 2 fois 3 fois 1. 6. Alors là, pas de bol, c'est juste du précédent. Donc celui-ci n'est pas très intéressant. Bon, je vais mettre un 2. Alors, j'oublie mes petits calculs. 3 au carré plus 2 au carré. Ouh. Allez, 9 plus 4, 13. 3 au carré, 9, moins 4, 5. 2 fois 3 fois 2. 12. Je ne suis pas trompé? Je ne sais pas si vous suivez un petit peu, j'ai juste remplacé les champs de chaque formule, P par 3 et Q par 2. Alors, si vous croyez cette formule-là, ce truc-là doit être entré en rectangle. On peut le vérifier. Il faudra additionner le carré de ces deux trucs-là. 5 au carré, 25. 5 au carré, plus 12 au carré, égale, on ne sait pas encore pour l'instant, 13 au carré. 25, 12 au carré. 144. Waouh! Et 13 au carré. Alors, ne faites pas addition, parce que c'est la vérification après. 169. 25 plus 144. Ça marche, ok? Donc, c'est pas une preuve, mais la formule, elle marche bien. Et celui-ci, vu que là, on a un nombre impair, qui n'est pas un multiple de 5, c'est pas un zoom du triangle 3, 4, 5. C'est vraiment un triangle qui a une autre forme, toujours rectangle, mais qui a une autre forme. Okay? Bon, en paramétrant comme ça, on obtient tous les triangles rectangles, à côté entier. Pas la preuve. Okay. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'on y en pose, de par le fait qu'ils en avaient autant sur leur tablette, est-ce qu'ils avaient découvert cette formule-là de façon empirique aussi? Ok, alors, donc après il y avait racine carrée de 2, ok, de façon impressionnante, avec le système en base 60. Donc c'était la tablette d'origine. Alors, je vais rebondir sur racine carrée de 2, parce que sur racine carrée de 2, ok. Donc on avance de quelques siècles, voire millénaires là, dans l'histoire des mathématiques. On passe à Pythagore, en Grèce. Grèce et sud de l'Italie. Donc l'école pythagoricienne, en fait, on peut voir ça comme presque une école philosophique. Donc ils mélangeaient tout un tas d'arts. Ils étudiaient notamment la musique, avec une philosophie comme quoi, dans la nature, tout est en harmonie, tout est une histoire de proportion, et vous pouvez penser aux notes qui résonnent bien entre elles, c'est celles qui ont un certain rapport entre elles. Donc, à l'époque, on appelle ça l'acousmatique, et c'est aussi la même philosophie que vous avez dans le théorème de Thalès, celui, pour ceux qui s'en rappellent, qui dit que si vous prenez un triangle et vous tracez deux parallèles à un côté, eh bien les côtés vérifient le ratio des côtés vérifie des jolis, enfin, sont égaux. Donc tout est comme ça, des histoires de fractions, tout dans la nature est en rapport, est harmonieux. Bon, et soudainement, donc bon, si tout est fraction, bah, la diagonale du carré est également une fraction. Donc c'est-à-dire ça va être un nombre qu'on peut écrire, par exemple, je ne sais pas, 21 divisé par 13. Et si on faisait le calcul, on obtiendrait à peu près 1, enfin on obtiendrait exactement le taux que les Babyloniens, 1,114, 141. Donc, bah, question, quelle est la fraction qui vaut racine carrée de 2 ? Quelle est cette fraction ? Puisque leur credo, c'est que tout dans la nature est fraction. Alors, bah, ils cherchent, ils ne trouvent pas, et non seulement ils ne trouvent pas, mais ils s'aperçoivent que ça ne peut pas être une fraction. Cette diagonale du carré n'est pas une fraction. La preuve, on en connaît une chez Euclide. Après. On n'a pas une trace des mathématiques de Pythagore, on a des traces indirectes via des... Oui, c'est remis en veine. On a une trace indirecte via des témoignages ultérieurs. Il
y a même un écrit qui dit que le membre de la secte, de l'école de pensée de Pythagore, qui a révélé au public que, bah oui, non, c'est faux, tout n'est pas fraction, tout n'est pas rapport, il a été noyé par ses congénères, poussé de la barque, noyé pour avoir trahi le secret. Le texte est controversé. Il y a d'autres personnes qui disent que le texte grec qui raconte ça veut en fait dire que la personne ne comprenait plus ce qu'étaient les nombres et que son esprit était noyé. Enfin, il y a différentes interprétations du texte. Alors, en tout cas, la preuve, vous pouvez la comprendre. Alors, je ne voudrais pas qu'il se remette en pause. Est-ce que je peux vous demander de m'aider en touchant de temps en temps ça? Juste comme ça, ça va. Voilà, une fois par minute. Ah, sauf que... Ah, on est le suivant là. Oui. Voilà. Juste... voilà. Une fois toutes les minutes, je sais pas. Je sais parce que l'antipause n'a pas marché. J'ai dû me tromper. Alors, ah bah non. Voilà, ok. On reste sur cette preuve. Ok. Alors, comment marche la preuve d'Euclide? Alors, bah, si on va supposer que c'est une fraction, hein, que ça peut s'écrire comme un entier divisé par un entier, et on va aboutir à une contradiction. Par une suite de raisonnements logiques, on aboutit à une contradiction, c'est-à-dire que l'hypothèse de départ était absurde, était fausse. Ce qu'on appelle un raisonnement par absurde. Pas trivial. Hein, mais néanmoins, on voit bien. Je suppose un truc, et donc j'aboutis à un truc faux. Ah bah, c'est que le truc de départ était déjà faux. Voilà. Alors, supposons que je peux l'écrire comme une fraction. Voilà, je suppose que je l'écris comme ça. Bah, ce truc-là, maintenant, je mets ça au carré. Je multiplie ça par lui-même. Donc, j'obtiens, mettons au carré, racine carrée de 2, par définition, c'est un nombre dont le carré sur Q. Quand je mets cette fraction au carré, j'obtiens P carré sur Q carré. Ça va? Cette fraction-là, je multiplie par Q carré à droite et à gauche, et donc j'obtiens, en multipliant par Q carré ici et ici, 2 fois Q carré, là, P carré sur Q carré fois Q carré, les Q carrés s'en vont, il me reste P carré. Donc, en ayant supposé ça au début, j'aboutis directement à ça. 2 fois P carré égale Q carré. C'est compliqué. Bon, alors maintenant, 2 fois un nombre entier, 2 fois quelque chose, c'est un nombre pair. Ok. C'est un nombre qui est divisible par 2, nombre pair. Ça, c'est égal à un nombre pair. Donc lui-même, c'est un nombre pair. Ok. Donc ce nombre-là est un nombre pair puisque c'est le double de quelqu'un. Donc P au carré est un nombre pair. Alors maintenant arrive la seule étape qui est peut-être un petit peu dure. Si le carré d'un nombre est pair, alors le nombre lui-même est pair. Pourquoi? Parce que si je prenais un nombre impair et que je l'élève au carré, il est impair. Donc la seule possibilité pour qu'un carré soit pair, c'est que le nombre de départ était déjà pair. Exemple. Si je regarde 25, c'est un carré, ben, je sais que c'est le carré d'un nombre impair. Parce qu'un nombre pair fois un nombre pair, ça reste pair. Un nombre impair fois un nombre impair, ça reste impair. Okay. Donc ce nombre-là, s'il est pair, ça veut dire que P carré lui-même était pair. Que P lui-même était pair. Si ce nombre-là était pair, ben, je l'écris comme 2 fois quelque chose. Voilà. Donc, P était un nombre pair, donc c'est 2 fois quelque chose. Et ce quelque chose, je l'appelle P avec un plus. Ok. Alors, 2 fois P' au carré, c'est pareil que 2 fois P' fois 2 fois P', c'est pareil que 4. Vous n'avez pas fait votre travail. Alors, voilà, super. Alors, donc c'est pareil que 4 fois P' au carré, et je simplifie par 2, je divise par 2 là et là, donc ça divisé par 2, il me reste Q carré, 4 fois P' au carré divisé par 2, il me reste 2P' carré. Bon, alors, en fait, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que, ici, ça, c'est un multiple de 2, donc c'est pair. Donc ça, c'est pair aussi. Okay. Donc, j'aboutis au fait que, si jamais je pars d'une fraction là, et ma fraction, au début, je peux la supposer irréductible. Irréductible, ça veut dire que j'ai simplifié au maximum ma fraction. Je ne sais pas si ça rappelle quelque chose à tout le monde. Hein. Par exemple, c'est bête d'écrire 10 cinquièmes. On écrit directement 2. Je simplifie par 5 en haut et en bas. 3 sur 21, je peux le simplifier. 1 septième. Je simplifie par 3 en haut et en bas. Okay. Donc ma fraction, je peux toujours la simplifier. Donc il n'y a plus de simplification possible. Donc sans perte de généralité, si je suppose que racine de 2 est une fraction, je pars ici d'une fraction irréductible, hein, qu'on ne peut pas simplifier. Et qu'est-ce qu'on vient de montrer?
Si jamais ça existe, alors P c'est un nombre pair et Q c'est un nombre pair. Donc je peux la simplifier par 2 en haut et en bas. Ce qui est contradictoire avec mon hypothèse au départ. Donc si jamais je suppose que je peux l'écrire comme une fraction irréductible, j'aboutis au fait que, ah ben non, la fraction est irréductible. Contradiction. Et donc c'est que mon hypothèse de départ, elle était fausse. Donc on ne peut pas écrire racine carrée de 2 comme une fraction. Alors c'est une preuve compréhensible, mais elle est astucieuse parce qu'il y a cette histoire de preuve par l'absurde, logiquement c'est un petit peu avancé, puis comprendre un petit peu la difficulté des nombres pairs et impairs, voilà. Donc c'est quand même une très jolie preuve, hein, qui remonte à plus de 2000 ans, et qui mettait à mal le fait que tous les nombres étaient des fractions. Donc déjà, voilà, à l'époque de Pythagore, on savait qu'il y a des nombres qui ne sont pas des fractions, qui ne sont pas des quotients de nombres entiers, exemple, racine carrée de 2. Voilà. Alors, avançons un petit peu. Alors, quel autre genre de mathématiques on connaissait à l'époque? Alors, il y a un très joli paradoxe qu'on appelle, ou un ensemble de paradoxes, on a les paradoxes de Zénon-Délé, qui s'énoncent souvent de la façon suivante: Achille ne rattrape jamais la tortue. Alors, pourquoi Achille ne rattrape pas la tortue? Ou le deuxième paradoxe, je tire une flèche et je vise une cible qui est là, et la flèche ne va jamais atteindre son but. Alors, quel était le raisonnement que Zénon-Délé avait proposé? Pour dire que, voilà, il n'y a pas de mouvement. Eh bien, pour que ma flèche atteigne son but, il faut qu'elle parcourt déjà la moitié de la distance. C'est une trivialité. Et pour qu'elle atteigne son but, maintenant, il faut qu'elle atteigne la moitié de la distance. Mais également la moitié de la moitié de la moitié, la moitié de la moitié de la moitié de la moitié, la moitié de la moitié de la moitié, la moitié de la moitié de la moitié, la moitié de la moitié de la moitié de la moitié. Et il me reste toujours une moitié à faire avant d'atteindre ma distance. Il me reste toujours une toute petite distance à parcourir avant d'atteindre ma cible. Donc j'atteins jamais ma cible puisqu'il me reste toujours une petite distance. Donc voilà, la flèche n'atteint jamais son but. Vous avez encore mal fait votre travail. Hein. C'est parce que j'écoute. D'accord, bien joué. Bon, alors dans le même genre, vous voyez la similitude. Achille, qui était un héros grec, voilà, il court très vite, mais il ne rattrape pas la tortue qui va très lentement, parce que pour rattraper la tortue, il faut qu'il fasse la moitié de la distance qu'il la rattrape, etc. Voilà, c'est un petit raisonnement, donc il ne va jamais rattraper la tortue. Voilà, donc on vient de prouver que... Bon, on vient de prouver ça. Alors vous y croyez à la preuve ou pas? Je veux dire, dans la vie de tous les jours, si je tire une flèche, c'est facile. Donc, quelque part, il doit y avoir une entourloupe dans cette preuve. Où est l'arnaque? Où est l'arnaque? L'arnaque n'est pas si facile à lever. Et c'est le début de mathématiques un petit peu plus avancées. Alors, c'est lié au fait que le raisonnement que je vous ai dit, hein, qu'il reste toujours une distance à faire avant d'atteindre la cible, il reste la moitié, la moitié, la moitié, la moitié, il est exactement là. Il reste toujours quelque chose à faire. Bon, au début, je parcours la moitié du chemin, la moitié de la moitié du chemin, un quart, la moitié de la moitié, un tiers, 102, 104, 128. Il me reste toujours une moitié, de moitié, de moitié à parcourir, plus 3 petits points jusqu'à l'infini. Et donc voilà, j'atteins jamais ma cible. Mais il se trouve que cette somme-là, 1 plus 2 plus 1, ça vaut quelque chose, ça converge vers quelque chose, on dit en mathématiques, ça converge vers 1. Donc, en fait, on peut très bien avoir une infinité de choses qui donnent quelque chose de fini. Cette infinité de choses-là, ça donne quelque chose de fini qui est 1. La distance elle-même, 30% de la distance. Alors, le paradoxe est un tout petit peu plus subtil parce qu'il faut mélanger non seulement la distance, mais également le temps. Il faudrait... Il y a vraiment toute l'explication est là, mais il faut combiner ça avec le temps. Et le temps aussi, on a beau faire la moitié de la moitié de la moitié du temps, au final, on obtient le temps nécessaire qui va être une quantité finie. Et donc, à l'époque, voilà, commencent à apparaître les questions de convergence. Des suites infinies peuvent converger vers quelque chose de fini. Alors, au passage, je vous ai écrit ça et je vous l'affirme comme ça, mais il faudra peut-être le prouver que ça tend vers 1, ce truc-là. Ça tend vers 1, c'est égal à 1. 1 demi, plus un quart, plus un huitième, plus un sixième, plus un trentième, égale 1. Alors, on peut le faire, c'est pas compliqué. Là. Alors j'ai une somme, j'ai ma petite somme qui est 1 demi, plus un quart, plus un huitième, plus blablabla. Alors, cette somme-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la diviser par 2.
Alors ça donne quoi? Est-ce que quelqu'un voit ce que ça donne, cette somme-là, si je la divise par deux? La moitié de 1,5, c'est quoi? Un quart. La moitié de 1 quart, c'est quoi? La moitié de 1 huitième. Bon, bon, alors maintenant, ce que je vais faire de façon très astucieuse, je vais faire ça moins ça. S moins la moitié de S, ça fait combien? 1 litre moins 1 millilitre, ça fait combien? 1 millilitre. Donc ça fait la moitié de S. Ça moins ça. Et maintenant, je regarde, je fais la différence là. Ça moins ça fait combien? Là, regardez, oubliez celui-ci. 1 quart moins 1 quart. Ça s'en va. 1 huitième moins 1 huitième. Ça s'en va. 1 16e moins 1 16e. Ça s'en va. Donc, tout ça là, ça s'en va avec tout ça. Il reste juste 1,5. Donc, j'obtiens que S sur 2 égale 1,5. Et donc, S égale 1. On a fait la preuve. Donc, cette très jolie somme-là, via une toute petite manipulation, on voit qu'effectivement, elle est égale à 1. Voilà. Et ça marcherait, en fait, je peux même vous dire, si on remplaçait là, en fait, n'importe quel nombre, A plus A au carré, plus A au cube, plus A puissance 4, plus A puissance 5, en commençant à 1 encore, bah, la même astuce permet de montrer que ça converge vers quelque chose. Hein. Je fais ça là, voilà, deuxième petite preuve. Et donc voilà, il y a des séries qui convergent. Alors ça, c'est quelque chose qui va être utilisé par la suite, par exemple par Archimède, pour calculer pi, la circonférence du cercle. 3, 14, etc. Archimède est capable de calculer plusieurs décimales de ça. En fait, en mélangeant un petit peu le théorème de Pythagore, il va s'amuser à mettre le cercle dans un carré, et puis dans un octogone, et puis ils font comme ça des figures de plus en plus fines qui approchent le cercle, et comme ça ils trouvent que le côté de la figure de plus en plus proche du cercle tend vers pi, calcule pi avec des séries comme ça. Alors, si j'avance beaucoup dans le temps, ces histoires de sommes qui convergent ou pas, rendre ça plus rigoureux, c'est des choses qui ont mis énormément de temps, et c'est des choses qui ont été développées un petit peu, notamment par Newton et Leibniz, et aussi Fermat en France, et ça donne lieu à ce qu'on appelle la querelle des infinitésimaux, les infiniment petits, les débuts du calcul différentiel, c'est-à-dire on étudie les courbes faites par des... Alors, au début, ça c'était fait pourquoi? C'était fait pour étudier le mouvement des planètes, ok, mais aussi quel angle je dois donner à mon petit canon pour que mon boulet arrive pile poil dans la tête de l'adversaire. Quelles sont les lois que va suivre le boulet de canon? Eh bien, c'est exactement le type de mathématiques pour ça. C'est les mathématiques développées par Newton, Leibniz, etc. La notion de dérivée, etc. Qui est utilisée de permanence de nos jours partout. Alors, mais bien sûr, entre Archimède et Newton et Leibniz, il y a eu tout un pan de l'histoire des mathématiques qui s'est développé, et qui s'est développé essentiellement dans le monde arabe, aussi dans le monde indien. Alors, par exemple, le mot algèbre vient de l'arabe, c'est aljabre. Ça vient en fait d'un livre fait par Al-Khwarizmi, qui était à l'Académie des sciences à Bagdad vers l'an à peu près 700 et des bananes. Et il a écrit un livre qui a eu un très gros succès à l'époque, qui était le traité de l'aljabre de l'Al-Muqtabala. Alors, c'était quoi ce traité? C'était un livre un petit peu révolutionnaire pour l'époque. Alors, ça avait des applications au calcul d'héritage et tout ça, comme presque toutes les mathématiques de l'époque et d'avant, même en Égypte. C'était pour calculer des impôts, surface de champ, donc c'était souvent des considérations financières. Aussi pour établir les calendriers. Les mathématiques ont été développées pas mal à l'époque pour les calendriers, prédire des éclipses, etc. Et donc, ce monsieur Al-Khwarizmi, dans son livre, qu'est-ce qu'il fait? Alors, le Al-Jabr et Al-Muqtabala, c'est le traité de la transposition et du rétablissement. En fait, c'est résoudre des équations du genre, si je vous dis que 2 fois x plus 3 égale 13, que vaut x? 5. Ouais. Là, vous avez répondu sur l'exemple. Très bien. Est-ce qu'on peut imaginer une méthode automatique pour résoudre tout ça? Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va mettre les x d'un côté et les trucs sans x de l'autre. Donc, 2 fois x plus 3 égale 13. Je mets les 3 d'un côté. Donc, 13 moins 3.
13 moins 3, ça c'est les 1, et puis après je divise par 2, et j'obtiens ça. Ces deux opérations-là, c'est exactement celles qui sont mentionnées dans le livre, algèbre et la Kabbalah. D'ailleurs, le mot algébriste, c'est, qui vient de cette manipulation-là, remettre les choses à leur place, c'est un mot qui existait en français ancien, qui existe toujours en espagnol. Un algébriste, c'est un rebouteux, c'est quelqu'un qui remet les os en place. Exactement la même idée. Donc ce livre d'Al-Khwarizmi donne le mot algèbre, mais donne aussi un autre mot, le nom du mathématicien lui-même, Al-Khwarizmi, a été déformé après en latin, etc., dans le mot algorithme. Un algorithme, c'est une méthode automatique pour résoudre un problème. Et c'est directement une déformation du nom de ce mathématicien. Okay. Alors, au passage, j'ai parlé d'algèbre, j'ai parlé d'analyse. Quelle est la différence entre ces deux disciplines des mathématiques? Alors, il y a une définition qui est due à un mathématicien français qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelle Dieudonné, qui était membre d'un groupe de mathématiciens qui s'appelait Bourbaki, qui disait, alors, l'algèbre, c'est la science des égalités, l'analyse, c'est la science des inégalités. Hein, en analyse, on va approcher, minorer, encadrer. L'algèbre, c'est vraiment des égalités, des structures. Okay. Alors, et des évolutions beaucoup plus tardives de ces mathématiques, etc., pour rebondir sur le calcul de pi par Archimède, ont donné lieu à d'autres formules qui sont assez magiques, comme cette formule-là, qui est due à un jeune génie indien qui s'appelle Ramanujan. Et donc, il a trouvé cette formule qui est complètement magique pour pi, qui fait appel à des mathématiques absolument non triviales, qui d'ailleurs à l'époque n'étaient pas vraiment comprises, et on a mis à peu près, on met toujours, il y a toujours des gens actuellement qui sont en train de déchiffrer les carnets de Ramanujan pour comprendre comment il est abouti à ces formules, etc. Alors je dois avoir quelque part peut-être récupéré le visage de Ramanujan. Alors,